Avant de commencer cette vidéo, sache que c'est une vidéo avec des questions très précises sur les borderlines. Si tu veux une autre vidéo avec une approche plus globale, tu peux voir la vidéo précédente sur les borderlines qui va s'afficher en haut de ton écran. Quoi qu'il en soit, avec cette vidéo, tu vas être la pointe des connaissances sur les borderlines. Bon, avant tout, la vidéo, elle va répondre à plusieurs questions. Et comme les questions sont assez complexes et que ça va prendre du temps d'y répondre, la vidéo va être longue. Donc tu vas trouver dans la description en dessous, là, toute la liste des questions et tu pourras te référer à la question que tu veux quand tu voudras. Alors c'est la première fois que j'essaie de faire une vidéo en vulgarisant des questions assez pointues, donc tous les retours sont appréciés, même négatifs. Sachant que toutes les vidéos parlent de choses basiques en psycho, mais là on va vraiment aller au bout de la pointe de la connaissance actuelle, sachant que tous les articles que je te mets en description ont moins de 2 ans. Bon, du coup on va répondre à la question suivante dans cette vidéo. Alors, comment on fait le diagnostic du borderline ? Est-ce qu'on peut le faire seul? Avec quoi on confond les borderlines? Qu'est-ce qui n'a rien à voir avec les borderlines mais que les conneries dites sur internet nous font confondre avec le borderline? Et j'ai réservé le plus important pour la fin, qui seront les questions de est-ce que ce diagnostic sert à quelque chose ou alors est-ce qu'on s'en fout complètement de le faire? Et au final, les borderlines expliqués de manière complexe, qu'est-ce que c'est? Alors dans cette vidéo, je risque d'aller à l'encontre de beaucoup de choses que les gens disent ou pensent sur les borderlines, ce qui est normal puisque tu sais que sur internet c'est un peu tout, le grand n'importe quoi et le grand foutoir. Mais par contre, si tu as envie d'aller gueuler sur ce que je dis, sache que je ne suis que le messager des chercheurs. Si tu veux, t'iras dans la description chercher les sources et t'iras gueuler sur les chercheurs après avoir bien lu leur article évidemment. Je suis sûr qu'ils seront ravis d'avoir tes pistes et tes réflexions très poussées sur la question. Et avant de commencer la vidéo en parlant du diagnostic des borderlines, je vais te faire un topo global sur qu'est-ce que c'est un diagnostic en psychiatrie, puisque on va voir que la façon dont elle est faite actuellement, c'est pas le meilleur système au monde. Bon, pour comprendre un diagnostic, pourquoi c'est compliqué d'en faire un, et pourquoi la méthode de diagnostic actuelle c'est pas la meilleure au monde, on va utiliser la métaphore de la mare. On va dire que la mare c'est toute ta vie. T'as la forêt autour, t'as les moustiques, t'as les crapauds, les roseaux, et patati et patata. Mais moi ici, sur cette chaîne, on parle de trouble. Donc le trouble, ici, ça va être le nénuphar. C'est la plante sur l'eau. C'est la surface visible. Ce sont les symptômes. C'est la première chose que tu vois ou qu'un professionnel, il va avoir de la maladie. Évidemment, c'est que la surface visible. Puisque le nénuphar, il vient en fait du fond de la mare par sa tige. Si on prend par exemple une infection, le nénuphar, ce sont les symptômes. La fièvre, l'inflammation, ce que tu vois directement. Mais si on pousse les analyses, on peut trouver, la bactérie ou virus, je sais plus, j'y connais rien, que ton corps combat. L'origine du problème, on l'a trouvée et on la bloque direct à la racine avec le bon traitement. Pouf, c'est réglé, mais souvent, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, tu as plusieurs racines qui peuvent se superposer dans la mare et donner un résultat extérieur identique. Par exemple, tu comprends que la fièvre, c'est un symptôme dans plein de problèmes différents. Et donc, ça donne pas une information nécessairement suffisante pour savoir quelle racine est à l'origine de ton problème. Tu comprends alors qu'il y a une différence entre ce que tu vois et ce qui crée le problème. Et l'avantage en médecine physique, c'est que la recherche a tellement avancé qu'on peut faire un diagnostic souvent avec les marqueurs de l'origine du problème. Par exemple, une analyse sanguine, une biopsie. En psychiatrie, qui est une matière scientifique assez jeune, on n'a pas encore tous ces marqueurs. Donc pour l'instant, on classe les troubles non pas en fonction du fonctionnement réel, que l'on connaît d'ailleurs pas actuellement réellement pour la plupart des troubles, mais en fonction de leur aspect extérieur. Ce qui n'est pas le top, mais actuellement, c'est le mieux qu'on peut car on n'a pas les connaissances suffisantes pour faire mieux. Alors oui, on peut arriver à descendre le plus loin possible, mais seulement cela ne se fait pas du coup en 15 minutes vu par un médecin à l'arrache. Ce qui n'est malheureusement pas compatible avec le fonctionnement actuel de notre système de santé, où beaucoup de gens passent 30 minutes maximum avec un psychiatre qui leur prescrit des médocs dès le premier rendez-vous, ce qui ne suffit pas normalement à faire un diagnostic de la racine. Et on aura d'autres exemples de ce genre de problème dans la vidéo plus tard. Parce que il y a plein de nénuphars qui se ressemblent avec des racines différentes. Donc à partir de là, on a plein de problèmes qui émergent pour les professionnels. Des fois, tu as des nénuphars qui se chevauchent énormément et il est difficile de voir la racine. Là, on fait ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on prend les troubles qui se ressemblent et on essaie de voir la racine derrière et à quel trouble cela correspond. Des fois, on voit 2 nénuphars, mais à force de faire de la recherche, on se demande s'ils n'ont pas une racine commune et si c'est pas le même problème.
comme on le fait par exemple pour le TAG et le trouble de la personnalité évitante actuellement. Des fois, on a un très gros nénuphar qui prend plein de place et en fouillant, on trouve que c'est pas la racine qu'on croyait, comme un patient par exemple qui tapait des grosses crises d'angoisse. Et bien en fait, ces crises d'angoisse, c'était lié à une anxiété de séparation, qui elle était la racine du trouble. Et c'était pas le trouble panique comme on avait prévu au départ, avec le gros nénuphar. Et des fois, on a des racines qu'on retrouve vachement ensemble. On appelle ça des comorbidités. C'est des troubles qui se collent souvent les uns aux autres. Et des fois, on a des nénuphars et des tiges complètement séparés, sauf que les patients arrivent à les relier parce que sur Internet, on lit bien trop de conneries. Donc, pour commencer, on va parler du nénuphar qu'on appelle borderline, de sa tige, en fin de vidéo, mais d'abord des troubles que l'on confond avec des nénuphars qui lui ressemblent mais qui n'ont pas la même tige. Donc première chose, c'est quoi la définition exacte d'un borderline? Là, je t'ai pris la définition du DSM parce qu'elle est la plus couramment utilisée. Donc, le borderline, il est classé dans les nénuphars des troubles de la personnalité. Et pour être dans ce nénuphar, il faut exactement cela. En gros, à la base, il faut qu'il y ait une grosse déviation par rapport aux autres, soit sur ta façon de penser et d'interpréter le monde, avec par exemple des idées presque délirantes ou des surinterprétations d'événements anodins, comme le parano qui va voir n'importe quoi comme une attaque ou un complot envers lui. T'as des problèmes d'intensité émotionnelle, soit parce qu'elles pètent au plafond rapidement, soit parce qu'elles changent très rapidement, soit parce qu'elles sont complètement incohérentes avec ce qui est en train de se passer. Ensuite, on parle de déviation dans le fonctionnement avec les autres, comme par exemple les psychopathes et pervers qui en ont rien à branler du bien-être des autres, ou quand tu as une dépendance affective bien trop forte. Et enfin, problème de contrôle des impulsions, où tu sens que tu n'arrives pas à contrôler tes réactions, comme les antisociaux qui peuvent avoir envie de frapper quelqu'un et qui peuvent pas se retenir, ou quand tu sens l'envie de gueuler sur ton conjoint qui sort juste acheter des clopes. Donc, si tu n'as qu'un domaine qui est touché, ce n'est pas assez grave pour que l'on considère que ce soit un trouble de la personnalité. Si tu as été mis borderline juste parce que tu gères mal tes émotions, le diagnostic a été fait comme de la merde. Ça suffit pas, il faut en plus que tu aies des pensées irréalistes ou des comportements incohérents pour l'être. En fait, si tu es strict, les diagnostics psy, ça se donne pas à l'emporte-pièce à n'importe qui. La difficulté, c'est de savoir à partir de quand la déviation ou ton comportement est si problématique que ça. Et ça, par contre, ça induit forcément une part de subjectivité de la personne qui diagnostique, d'où le fait qu'il est probable que des fois, les professionnels ne soient pas complètement d'accord sur le diagnostic ou si une personne est normale ou pathologique. Il y a quelque chose par contre de super important. C'est un truc que personne ne lit quand ils cherchent leur diagnostic sur Internet. C'est en fait tous les petits critères sympas que personne se fait chier à utiliser et qui ont quand même une super importance. Et c'est super important, et j'insiste sur super important, parce que même les psys se font pas assez chier à les lire. Genre par exemple, tu vois là, par exemple, que dans les conditions nécessaires au diagnostic, genre si tes symptômes ils apparaissent après 30 ans, c'est pas un trouble de la personnalité que t'as. En plus, tu vois qu'ils sont durables sur le temps, donc si tout d'un coup ils apparaissent ou ils disparaissent, c'est peut-être pas un borderline. Et le putain de super important que tout le monde oublie constamment, c'est celui-là. Donc en gros, si tes symptômes sont expliqués par une autre racine, par un autre problème que ta personnalité, genre par exemple parce que tu t'es fait violer ou que tu as un stress post-traumatique, en fait t'es pas borderline. Dans l'exemple ici, le problème c'est pas ta personnalité, c'est le traumatisme en fait. Et donc la personne ensuite, si elle a ces critères, peut être classée trouble de la personnalité. Et ensuite, une fois qu'elle a été classée trouble de la personnalité, il faut la classer dans quel type de trouble de la personnalité, sachant qu'il y en a plusieurs. En fonction des différents symptômes, tu as plusieurs classifications, certaines qu'on connaît beaucoup comme les borderline narcissiques ou paranoïaques, et tu as une classification que personne ne connaît, c'est le trouble de la personnalité non spécifié. Attention, ceci est très important. Oublie surtout pas ça parce que dans 5 minutes, ce simple fait va détruire tout ce que je suis en train de te raconter. Bon, et donc, le professionnel, il te met trouble de la personnalité, et pour te classer borderline, il va falloir que tu réunisses la plupart de ces symptômes, dont les thèmes principaux sont principalement l'instabilité et la force des émotions, et aussi une perturbation du contact à l'autre, avec notamment une insécurité affective forte. Alors, est-ce que tu peux faire ce diagnostic seul ? Si tu te contentes de le faire à l'arrache en cochant les cases, oui, tu peux te foutre borderline. Sauf que là, tu fais de la merde. Justement, à cause des points que j'ai annoncés ici, qui ne peuvent pas être faits si tu n'as pas été formé. Car pour être borderline, il faut que rien d'autre n'explique tes problèmes. Et pour ça, il faut connaître tous les problèmes qui peuvent créer cela. Et cela demande pas mal d'expérience et de connaissances. Bref, faire la différence entre deux troubles qui se ressemblent, ça s'appelle le diagnostic différentiel.
et on va en apprendre un peu plus là-dessus pour les borderline. Donc, on va maintenant voir les troubles, les racines que l'on confond le plus avec le nénuphar borderline. Bon, le premier, le plus fréquent, c'est la bipolarité. C'est important pour 3 raisons. Ils ont fait une étude sur les bipolaires aux États-Unis. Ils ont découvert que 60% des bipolaires diagnostiqués n'en étaient pas en fait. Et que dans ces mauvais diagnostics, 20% des gens étaient borderline. Donc conclusion, le diagnostic de bipolaire était à la mode et plein de borderline ont été foutus bipolaires sans raison. Alors en France, on n'a pas les chiffres, mais 60% des gens qui sont foutus dans une case alors qu'ils ne le sont pas, t'imagines le scandale sanitaire si seulement les gens s'intéressaient à la psychiatrie. Deuxième raison, les scientifiques se sont longtemps demandé si bipolaire et borderline c'était pas la même chose. En fait, ils se demandaient si c'était pas une version, borderline, une version plus rapide de la bipolarité. Sauf qu'en fait non, c'est des racines différentes, on l'a découvert. Et l'important aussi, c'est de savoir que les traitements sont pas du tout les mêmes. Donc il vaudrait mieux savoir si quelqu'un est borderline ou bipolaire. Donc du coup, les chercheurs ils se sont demandé si c'était la même chose. Et en fait, ils ont trouvé beaucoup trop de différences pour que ça soit classé la même chose. Au départ, ils avaient des doutes à cause de l'instabilité émotionnelle. Les bipolaires, ils alternent entre moments très hauts, qu'on appelle les épisodes maniaques, et les phases de dépression. On s'est demandé si les borderline, c'était pas la même version, mais en variant l'humeur dans la journée, au lieu de attendre quelques jours le temps que ça varie. Mais au final, non, pour les raisons plus suivantes. Le plus important, c'est que le fait que les borderline réagissent à leur environnement, alors que l'instabilité émotionnelle des bipolaires, elle est liée à leur état interne. D'un côté, on a des gens dont l'humeur va varier en fonction d'un événement, et de l'autre côté, on a des gens imperméables à l'extérieur. On note aussi que l'instabilité émotionnelle, c'est pas l'instabilité de l'humeur. Ton humeur, c'est ton état latent. Tu peux être quelqu'un de très joyeux dans l'ensemble, peu variable, mais varié émotionnellement rapidement autour de la journée. Les bipolaires, c'est un changement d'humeur. Les borderline, un changement de l'émotion qui varie bien plus que ton humeur. Une autre différence qu'on a remarqué, c'est les types d'émotions qui vont varier. Chez les bipolaires, ils sont très sensibles à leurs envies, les objectifs qu'ils se donnent et une incapacité à contrôler ces envies, ce qui peut donner par exemple les achats compulsifs en phase maniaque, alors que les borderline ont tendance à réagir aux événements négatifs avec excessivité. Borderline et bipolaire sont des troubles énormément étudiés, donc maintenant on peut bien faire la différence entre les deux, même grâce avec un questionnaire que des chercheurs ont mis en place, qui permet de faire la différence dans 80 à 90% des cas. Alors tu vas me dire, ça se loupe quand même dans 10% des cas ce questionnaire, mais j'ai envie de te dire oui, effectivement ça se plante beaucoup, 10% c'est beaucoup, mais déjà tu dois jamais faire un diagnostic sur un questionnaire, et qu'en plus quand tu vois que les professionnels se plantent à 60% sur le diagnostic, bah tu dis que c'est quand même une sacrée avancée quand un questionnaire se plante que 10% des cas. Donc deuxième problème qu'on confond avec les borderline, c'est la dépression. Alors en soi, les nénuphars sont éloignés, mais les bipolaires à force d'en chier dans la vie, peuvent tomber en dépression. Et les dépressifs ayant des troubles émotionnels et cognitifs peuvent ressembler par moments au borderline. Donc, comment on fait la différence entre les deux? Le premier point, c'est l'instabilité émotionnelle toujours plus forte chez les borderline que chez les dépressifs qui sont plutôt anesthésiés. Chez les dépressifs adultes, chez les dépressifs enfants, ça ressemble plus à un trouble de l'attention, la dépression. Comme les bipolaires, la dépression est un trouble de l'humeur qui va rester faible pendant longtemps, chez les dépressifs, mais varié normalement chez les borderline, en fonction toujours de l'environnement. On note aussi que l'impulsivité est plus forte chez les borderline, avec par exemple plus d'automutilation et d'overdose, signe que l'on aperçoit très peu chez les dépressifs adultes. Et enfin, mais néanmoins très important, il faut reprendre l'histoire des problèmes, sachant que le borderline apparaît des années avant que la dépression arrive dans la plupart des cas. Donc en reprenant l'histoire du patient, on peut voir quel trouble apparaît en premier pour faire le diagnostic. Bon, évidemment, ça devient très complexe quand le patient était déjà dépressif enfant, sachant que la dépression infantile est très mal diagnostiquée, ne ressemble pas assez à l'adulte, tu comprends le bordel que ça fait. Honnêtement, il peut arriver que dans certains cas, il y ait des tiges tellement partout qu'on avance avec le patient sans connaître la tige originelle ou le problème de base. Autre problème qu'on peut confondre, c'est la schizophrénie. Alors comme avec la dépression, c'est très différent. Mais parfois, tu as le stress induit par les troubles borderline qui peut pousser les patients vers des crises psychotiques avec hallucinations, délires et autres. Et là, il est nécessaire de prendre du recul pour comprendre d'où vient la racine de la crise psychotique. Sachant qu'une crise psychotique où tu perds complètement pied à la réalité, ça peut arriver pas seulement chez les schizophrènes, mais dans plein de troubles ou de conditions où le stress est intense pour ton organisme, comme un deuil ou alors des conditions météo absolument dégueulasses, genre quand tu vas par exemple au pôle sud. Normalement, un professionnel qui essaie de comprendre la crise, il peut trouver son origine, qui est parfois un simple joint, une crise d'un borderline et pas forcément une schizophrénie.
Là, ici, comme précédemment, il faut analyser le fil de vie de la personne. Le schizophrène a un décours temporel de la maladie très particulier qui ne ressemble pas du tout au décours des borderline. Le trouble de l'attention aussi fait partie des modes aux États-Unis où il y a eu surdiagnostic comme les bipolaires. En fait, les gens le confondent surtout avec le borderline à cause de l'impulsivité du problème de gestion des émotions que l'on retrouve dans les deux troubles. Alors, le problème diagnostique doit aussi arriver en France, vu qu'effectivement, des gens m'ont gueulé dessus dans les commentaires de la vidéo sur les borderline en me décrivant leur vie de borderline qui est en fait une vie de TDAH. Le côté impulsif des TDAH, il est très important pour le développement des borderline. Et effectivement, le fait d'être impulsif, ça va augmenter tes chances d'être borderline, comme on le verra plus tard. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Le borderline, c'est un problème de gestion de ta personnalité qui va se construire au fil de l'enfance. Le TDAH, il a le cerveau câblé différemment à la base et donc on observe souvent des problèmes chez les TDAH dès l'enfance. En général, c'est vers 7-8 ans qu'on se rend compte en moyenne qu'il y a vraiment un problème. Et à 7-8 ans, on ne peut absolument pas diagnostiquer un borderline. Maintenant, dans le fond du problème, le TDAH, c'est un problème de fonction cognitive qui implique aussi des problèmes de gestion de la vie quotidienne, que l'on n'a pas chez les borderline en général. Par exemple, il y a une incapacité à gérer des factures, des oublis fréquents, une charge mentale faible, c'est plus un signe de TDAH que de borderline. Bien qu'on verra plus tard, les deux se retrouvent vachement ensemble. Un problème qui peut ressembler aussi au borderline, c'est le stress post-traumatique. Ce qui fait que les gens mettent les deux ensemble, c'est souvent toujours l'instabilité émotionnelle. Bon, tu remarqueras de manière générale, à partir du moment où quelqu'un est instable émotionnellement, on peut le confondre avec tout ce qui rend les gens instables émotionnellement. Et là, la logique aussi, c'est que les deux sont en état d'insécurité. Sauf que le stress post-traumatique, si l'on regarde bien les symptômes, c'est hyper spécifique. Si on prend bien le temps d'analyser le stress post-traumatique, il y a des symptômes très très spécifiques, comme les flashbacks, que l'on retrouve pas chez les borderline. Et ici aussi, le décours est super important. Si ta vie bascule à partir d'une agression, c'est que ça sera seulement plus un stress post-traumatique. Évidemment, comme avec la dépression, c'est bien plus problématique quand l'enfant se développe, lui et sa personnalité, sur un stress post-traumatique. Et là, du coup, on arrive au dernier cas qui est assez compliqué. C'est la notion de trauma complexe. Donc, le trauma complexe, c'est un diagnostic pas complètement accepté par tous. C'est en gros quand tu subis des événements traumatisants tout le long de ton enfance, comme de la maltraitance, de la perversion ou alors des viols, et qui vont modifier profondément ta façon de voir le monde et de réagir. Et en fait, concrètement, c'est quasiment la même description d'un trouble de la personnalité. D'un côté, on a des gens qui, suite à une éducation inadaptée, n'arrivent pas à gérer leur personnalité correctement, et de l'autre côté, on a des gens qui, des traumatismes répétés, les ont conduits à réagir de manière inadaptée. C'est la même chose. Et là, je vais m'arrêter là sur la question, quand on en reparlera sur l'intérêt du diagnostic. Voilà, donc en fait, tu vois, déjà, en expliquant tout cela, j'ai bien passé 15 minutes à le faire. Conclusion, toujours la même, c'est pas en 15 minutes qu'un professionnel va te diagnostiquer correctement. Parce que pour faire le tri, pour reprendre toute ta vie, ça va prendre du temps pour savoir exactement où tu te situes et quel trouble tu as et surtout pour trouver la racine. Parce que actuellement, les professionnels sont formés pour voir la surface. La racine, elle est beaucoup plus longue à trouver. Et là, en fait, ce qui va compliquer encore plus le tout, c'est que quand t'es borderline, tu ouvres la porte à plein d'autres problèmes psy, et donc que le psy se retrouve avec souvent plein de tiges imbriquées les unes aux autres, et que du coup, ça va prendre encore plus de temps pour tout démêler et trouver le traitement adéquat. Donc on va voir maintenant les troubles les plus fréquemment associés au borderline que les borderline développent. Bon, de manière générale, si t'as un trouble psy, de toute façon, il faut le savoir, les chances d'en avoir un autre augmentent vachement. Et comme on sait que les problèmes des borderline remontent à plusieurs années avant le diagnostic, il y a généralement eu beaucoup de temps pour créer pas mal de problèmes, ce qui va compliquer encore plus le diagnostic, car le trouble de la personnalité peut être noyé dans plein d'autres problèmes. Et on a remarqué que plus le trouble de la personnalité était noyé dans plein de problèmes comorbides, et plus c'était long de faire le diagnostic de trouble de la personnalité. Bon, donc si tu es borderline, de quoi tu as des chances d'être atteint? Le plus fréquent des troubles comorbides, c'est les troubles de l'humeur. Rentre dedans, par exemple, la dépression et la bipolarité. On estime que 96% des patients borderline auront aussi un trouble de l'humeur. Au fil du temps, on a remarqué que cette comorbidité ne s'améliore que si on soigne le trouble borderline. Pour la dépression, les rechutes sont très fréquentes sans soigner la personnalité. Et pour le trouble bipolaire, les deux s'influencent négativement, l'un empirant l'autre. On voit souvent pour la dépression qu'elle arrive après le trouble de la personnalité. Ce n'est pas elle qui le crée. Donc la base, c'est soigner la personnalité. C'est le plus fréquent et ça s'améliore pas avec le temps si on soigne pas le borderline.
Pour les troubles anxieux ou apparentés, comme le trouble anxieux généralisé, le trouble panique, la phobie sociale, le TOC ou le stress post-traumatique, on les observe dans 74% des patients borderline. Et ici, tous les troubles s'améliorent avec le temps, sauf les TOC et les troubles anxieux généralisés. Ce qui est cohérent avec ce qu'on sait du fonctionnement des TOC ou du trouble anxieux généralisé, on en reparlera là sur l'évolution des troubles borderline dans le temps. Donc les troubles anxieux, généralement, s'améliorent avec le temps. Et on peut tirer la même conclusion des abus d'alcool et de substances, qui touchent 10% des borderline, mais qui diminuent aussi par la suite. Et même chose pour les troubles du comportement alimentaire, que ce soit anorexie, des troubles alimentaires non spécifiés ou boulimie, qui eux aussi sont plus forts chez les borderline que dans la population de gens non atteints, mais qui se réduisent aussi au fil du temps. Et aussi quelque chose que l'on retrouve fréquemment chez les borderline 4 fois plus que dans la population normale, ce sont les troubles d'attention et le TDAH. Et là, ça s'explique facilement, sachant que les TDAH sont impulsifs, ce qui augmente le chance de borderline, on le verra par la suite, et qu'en plus, le fait d'avoir un cerveau différent, c'est plus difficile de s'adapter pour l'entourage, et donc plus d'éducation inadaptée. Ce qui fait que les gens confondent fréquemment, effectivement, TDAH et borderline, comme on avait vu au-dessus. Bref, en gros, être borderline, ça augmente fortement les chances d'avoir un autre problème psy, mais la plupart vont s'atténuer rien qu'avec le temps. Donc déjà, la qualité de vie d'un borderline va s'améliorer avec le temps, rien que parce que les comorbidités vont diminuer. Et avant de continuer bien sur borderline, je vais faire un petit détour sur des questions qu'on m'a posées fréquemment. Alors je comptais pas en parler honnêtement, je te le dis au début, mais les questionnements étaient très importants de votre part. C'était en gros de savoir comment ça se fait que haut potentiel et autisme, ça se confonde vachement avec borderline. Et en fait, les deux ont des tiges tellement éloignées que la tige du borderline que je voyais pas l'intérêt de répondre à la question. Mais vu l'intérêt que les gens y portent, j'ai décidé d'y répondre. Et je me suis baladé sur internet aussi pour comprendre pourquoi les gens me disaient ça. Bon, déjà avec l'autisme, c'est clair que le nénuphar autisme et borderline, ça se recoupe sur un point. La surface se recoupe sur le fait que les deux ont des difficultés du maintien des relations sociales. Mais pour le reste, ça n'a rien à voir en fait. Et un point commun ne veut pas dire égal, comme on a vu précédemment. Et en plus, il y a un point hyper important pour faire la différence, c'est que dans l'autisme, les signes apparaissent avant 3 ans en général. La personnalité est très loin d'être construite. Donc si tu suis le développement de la personne, tu dois voir clairement comment elle s'est formée, mais bien évidemment, cela demande surtout de voir avec la famille comment la personne était dans ses premières années. Alors j'étais très étonné d'avoir la question, donc je suis allé taper borderline autisme sur internet et j'ai compris pourquoi les gens me la posaient. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu tombes sur plein de témoignages d'autisme de haut niveau et sans déficience de langage. Donc tu vois que les témoignages d'une partie restreinte des autistes. Et en plus, un témoignage, ça te décrit tout cela, ça te décrit la mare. Et là où du coup t'es paumé quand t'es pas pro, c'est que quand tu vois un témoignage de quelqu'un qui a n'importe quelle particularité, ce que tu peux y retrouver, c'est des points communs avec plein d'autres témoignages. Donc le témoignage d'un autiste de haut niveau, celui d'un borderline, quand tu lis le témoignage, tu peux penser que c'est pareil. Le mec, il te parle de sa vie, pas du nénuphar. Maintenant, et là, je te dirais où effectivement il y a des modes et il y a les gens qui parlent, c'est que par exemple avec l'autisme, tu as le trouble de communication apragmatique qui se confond énormément avec, mais personne ne m'a jamais posé la question dessus. Ce qui prouve que les gens sont quand même assez mal informés sur les diagnostics et surtout les diagnostics différentiels. Un autre point un peu plus problématique que j'ai trouvé sur Internet sont les descriptions bien trop vagues des troubles. Mais ça vaut pour tous les troubles. Par exemple, j'ai découvert qu'avoir une passion, c'est un signe d'autisme. Ce qui est complètement con, quand on écoute certaines personnes parlant de trauma, autisme ou borderline, si on lui suit leur description, en fait, tout le monde l'est. Ce qui est un peu le problème sur Internet, en fait. On se retrouve dans toutes les descriptions. Par contre, pour le haut potentiel, je suis désolé, mais il y a 0 point commun entre les deux. À la base, si on se tient strictement à la définition d'un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a une capacité langagière, une logique, une vitesse et une mémoire à court terme plus élevée que la moyenne. Rapport avec la personnalité, que dalle. Bon, après, il est possible que ces particularités aient une influence sur d'autres aspects de la vie. Et là, d'après mes recherches sur Internet, j'ai rencontré un autre problème, c'est le taux de conneries raconté sur les hauts potentiels. Du coup, j'aurais pas le temps de t'en faire la liste, mais c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà faite. Je te laisse dans la description un article qui a fait la liste des affirmations sans preuve faites sur les hauts potentiels, genre par exemple qu'il y en aurait 30 à 70% en échec scolaire. Et je te laisse aussi des podcasts sur le sujet qui t'expliquent les études faites sur le sujet, genre est-ce que les hauts potentiels sont plus dépressifs, plus anxieux ou plus en difficulté que les autres? Spoiler, non. J'avoue que je comprends l'intérêt pour le sujet, mais j'en parlerai pas en vidéo parce que ça nécessiterait plus de démonter des conneries que de vous apprendre quelque chose, ce que je n'aime pas beaucoup faire. Donc, haut potentiel, pas plus de chances d'être borderline qu'en étant avec un QI normal. Au contraire, j'en parlerai à la fin de la vidéo.
Bon, donc on a vu à quel point c'était compliqué un diagnostic. Et j'espère que tu vois à peu près pourquoi ça nécessite d'être formé et que c'est normal que ton psy te balance pas en une séance « Ah ben t'as ce problème, donc on va te soigner comme ça ». T'en sais un peu plus sur comment on fait le diagnostic. Maintenant, on va passer à une question super importante. Ça va être de se demander, est-ce que ça sert à quelque chose de classer des borderline ou de dire à quelqu'un qu'il est borderline? Alors évidemment, tu as des points positifs, sinon ça n'existerait plus. Les points positifs à classer les borderline, déjà ça donne un langage commun à des chercheurs ou à des praticiens pour décrire une population. Ensuite, ça permet de cibler plus rapidement les traitements. Et enfin, ça permet à la personne de mettre des mots sur ce qu'elle vit et de se placer en tant que patient et non juste une personne inadaptée avec une personnalité chelou. Elle peut comprendre qu'elle a un problème, mais elle n'est pas un problème. Sauf qu'en fait, il y a plein d'arguments qui font dire que ce diagnostic, c'est de la merde en fait. Déjà, au niveau pratique, on remarque qu'il stigmatise vachement les gens plus qu'il ne l'aide. C'est dû apparemment principalement au système de soins qui les place comme patients difficiles et incurables, ce qui est faux. Et c'est un cliché durable et beaucoup de borderline m'ont dit qu'on leur avait juste dit « vous êtes comme ça, habituez-vous, on n'y peut rien ». On a remarqué qu'en plus que face à cela, les patients eux-mêmes commencent à se stigmatiser et s'isoler encore plus. D'autant plus que comme le nom est pourri, c'est-à-dire on dit trouble de la personnalité, les gens pensent que c'est en eux et que ça ne disparaît jamais, sauf qu'en fait c'est pas un problème de personnalité, c'est un problème de gestion de la personnalité. Donc à partir du moment où tu gères ta personnalité, elle est toujours là. Mais c'est plus un trouble borderline, c'est plus un trouble de la personnalité. Et le gros du problème, c'est que même théoriquement, ça se tient pas. Hein. C'est la classification entière des troubles de la personnalité qui se tient pas et qui veut rien dire. Tu sais ce qu'on a remarqué quand on fait des études sur le diagnostic? C'est qu'on a remarqué que quand on fait le diagnostic d'un trouble de la personnalité, la moitié du temps, on le fout dans trouble de la personnalité non spécifié. Donc, déjà, la moitié des troubles de la personnalité ne rentrent nulle part. De plus, on sait bien que tous les gens qui ont tenté de tester la personnalité n'arrivent pas à rendre compte de la complexité d'un être humain. Donc les classer en 8 catégories, c'est vraiment réducteur. En plus, comme je t'ai dit dans la vidéo sur le narcissisme, quand une personne a un trouble sur la personnalité spécifique, elle a énormément de chances d'en avoir un autre, ce qui n'a aucun sens. Quand tu as un diagnostic qui va constamment avec un autre, ça veut peut-être juste dire qu'en fait c'est le même problème. Ce qui aussi pose problème, c'est que quand on analyse les facteurs qui créent la plupart des troubles de la personnalité, on retombe sur les mêmes. En fait, du coup, il y a des chances que malgré les résultats légèrement différents, la tige soit la même pour tous les troubles de la personnalité, qu'on ait vu des nénuphars différents, mais qu'en fait la tige c'est toujours la même. Bon, donc les gens dans la recherche, ils font pas que critiquer, ils proposent des alternatives. Et l'une d'elles, ce serait de garder le diagnostic des troubles de la personnalité, mais d'éliminer les classifications en dessous. Donc, adieu borderline. Et on pourrait remplacer par un profil de la personne, en dimension par exemple. On mettrait l'antisocial, le borderline, narcissique, et on ferait un profil de la personne qui lui correspondrait. Elle aurait un trouble de la personnalité avec ce profil. Ce qui serait pas mal, car on voit bien des diffs énormes entre les différents borderline. Certains sont plus évitants que d'autres, certains sont plus dépendants, d'autres plus narcissiques. Ça permettrait de donner au patient une description plus pertinente de sa personnalité, de son problème, sans le mettre dans une case. Et c'est d'ailleurs une approche qu'a pris un des traitements dont on parlera plus tard. Les chercheurs dans cette thérapie proposent 18 dimensions négatives, bon 18, 19, 20, ça change selon l'époque. Ce serait une approche intéressante pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'en faisant le profil des patients dépressifs, bipolaires, borderline, on arrivait à faire le diagnostic différentiel en analysant leur profil. Donc cette approche serait même plus pratique pour le diagnostic. Je t'ai donc fait 40 minutes de vidéo sur les borderline pour te dire que c'est une classification trop simpliste et qu'elle va sûrement disparaître à l'avenir. Ben oui, mais c'est la recherche. On avance dans la compréhension. Avant, on voyait des nénuphars différents. Et maintenant, on se rend compte que finalement, c'est quasi la même chose. Et qu'il n'y a peut-être aucun intérêt à les différencier. Et donc, pour finir, on va se demander au final, c'est quoi la tige des troubles de la personnalité et des borderline? Alors, dans la vidéo sur les borderline, je te l'ai fait version très simple, en mode éducation inadaptée, donne insécurité affective, et si elle ne se règle pas avant d'être adulte, elle devient ta personnalité et pouf borderline. Ce qui est trop rapide pour tout comprendre, car ça ne t'explique pas, par exemple, pourquoi des gens, à partir d'une certaine éducation, vont s'en sortir et d'autres pas. La vidéo sur les troubles de la personnalité y répond un peu, mais là on va l'expliquer à fond. Donc si tu veux présenter les borderline à un patient, un proche ou n'importe qui, c'est cette partie qu'il faut balancer. Donc avant tout, il y a tout qui part de la génétique. C'est le facteur le plus important qui va déterminer si tu vas être borderline ou pas. Bref, ton tempérament de base est le plus important. Et quel est le tempérament le plus corrélé au borderline? On note des enfants impulsifs,
celui qui explique en partie un lien entre TDAH et borderline, puisque les deux sont impulsifs. Une réactivité émotionnelle forte aux relations sociales. Par exemple, on a mesuré la réactivité des pupilles des gens aux critiques de leur mère. Plus les gens étaient réactifs, plus les chances d'être borderline augmentaient. Mais le tempérament, c'est loin de tout expliquer. Personne n'a la personnalité impossible à gérer à la base. Il faut pour cela que l'environnement soit inadapté à l'enfant. Au départ, on liait beaucoup les troubles de la personnalité aux traumas, importants comme les agressions sexuelles. Sauf qu'on a remarqué que celles-ci faisaient péter les chances de tous les troubles psy. Donc c'est plus large. Donc on a les traumas, mais aussi d'autres critères éducatifs qu'on retrouve souvent chez les borderline. Par exemple, la violence, le manque d'affection, le rejet, la discipline trop dure, l'hostilité envers son enfant, la surprotection, l'incohérence éducative, la négation des sentiments et l'absence des parents, etc., etc. Tu as une liste dans un article en description. Et on retrouve ces facteurs dans tous les troubles de la personnalité, ce qui est un argument pour une origine commune. Donc, pour voir comment un borderline se construit, on va prendre un exemple concret et ensuite on élargira pour voir les combinaisons amenant à ce trouble. Et on verra que les combinaisons sont infinies parce qu'il y a autant de combinaisons que de gens sur Terre. Imagine, un gosse de 2 ans sensible à la présence des proches pleure la nuit, parce qu'il a peur de dormir seul. Il a un de ses parents qui a une éducation à la dure et qui donc lui crie dessus dès qu'il pleure. Cela a 2 conséquences directes. D'une part, cela n'apprend pas au gamin à gérer ses émotions car gueuler sur quelqu'un qui a peur, ça marche pas, et que c'est la régulation émotionnelle des parents qui va construire celle des enfants. Deuxième conséquence, c'est la connaissance du monde que va construire l'enfant de cet événement. Ici, il peut retenir « quand t'en chies, on n'est pas là pour t'aider ». Ce qui du coup en plus augmente la peur, les deux interagissant entre eux. À partir de ces faits, du fait de ne pas gérer l'émotion et d'en conclure qu'il est seul, cela va découler 3 conséquences. Une maturation plus faible de son système de gestion des émotions au niveau neuronal. Le gamin, il va aussi trouver des méthodes pour s'adapter, des méthodes psychologiques ou comportementales. Dans l'exemple, on va dire que le gamin, du coup, seul dans le noir, il reste donc éveillé toute la nuit à scruter le moindre danger et ruminer sa tristesse dans son coin. Bref, ce qui reste de cette interaction avec son parent, c'est une connaissance biaisée sur le monde, une gestion des émotions qui prend du retard, et une façon de s'adapter à tout cela, où il fait le mieux qu'il peut à son âge. Il ne peut pas faire beaucoup mieux. On va dire que ça se répète des milliers de fois, et on retrouve notre borderline en 6e. Il arrive en 6e, c'est stressant. Il y a plein de monde partout, ça fait pia pia pia, et malgré qu'il ait des camarades qui l'entourent, qui jouent avec lui, ça va pas. Il n'a toujours pas appris à gérer ses émotions, tant qu'il est bouffé par l'angoisse. Il a appris que dans le monde il était seul, donc il voit pas les gens qui pourraient l'aider, et il a appris à rester seul dans son coin, à scruter son environnement, donc il passe son temps à scruter ses camarades pour voir s'ils sont fiables, et voir si on va pas lui gueuler dessus pour rien. Donc qu'est-ce qu'il retient de tout ça ? Il sait toujours pas mieux gérer ses émotions, il a toujours peur qu'on lui gueule dessus, il se sent toujours aussi seul et laissé de côté. On le répète une millier de fois, et on le retrouve à 20 ans avec ses petits amis, sauf qu'il sait toujours pas gérer sa solitude, donc il flippe et fait des crises de panique dès qu'elle part, il est constamment en train de vérifier si elle l'aime, il est persuadé qu'elle va partir un jour, parce qu'il a toujours été seul dans sa tête, et comme il a appris que quand on souffrait on restait seul dans son coin, il en parle à personne, il crève à l'intérieur de son côté. Et voilà comment on finit borderline adulte. C'est pas la faute à un événement, c'est le résultat de ton tempérament et de la façon dont tu as été éduqué qui te bloque dans ta gestion des émotions et ta compréhension de la vie. Et ce modèle peut s'appliquer à tous les troubles de la personnalité. Par exemple, on va changer une chose et on va voir ce que ça donne. On va rajouter que le gosse est très sociable. Donc la situation se passe, sa mère lui gueule dessus, mais le gamin qui est moins inhibé que le premier va du coup voir son père en disant « Papa, j'ai peur, je peux dormir avec toi ?» Et le père accepte. Donc on rajoute le côté surprotection d'un des parents, et la conclusion est complètement différente. Le gosse, il apprend que pour aller bien, il faut aller voir ses proches. Donc en 6e, il va coller un de ses copains tout le temps, et il va coller sa petite amie plus tard. Et là, tu vois le développement d'une personnalité plutôt dépendante. Et il aura de fortes chances d'avoir exactement aussi les mêmes signes qu'un borderline, parce qu'il ne gérera pas ses émotions, et parce qu'il va crever de peur de perdre les gens. Un autre exemple, tu mets un gosse qui n'a rien à foutre des autres, plus une réactance importante, c'est-à-dire qu'en fait il supporte pas qu'on limite sa liberté, tu auras plutôt un psychopathe. Tu prends un gamin sensible à sa sécurité plus qu'à la présence des proches, et tu vas faire un gars plus parano qu'un borderline. En fait, il y a une combinaison infinie de possibilités de ce qui a créé ta personnalité. T'as aucun livre sur les types de personnalité qui pourra rendre compte de ta complexité. C'est pour ça que dans la liste des livres sur les troubles de la personnalité, je t'ai pas conseillé des livres qui te parlent d'un type de personnalité, c'est ridicule de faire ça,
mais de livres qui te permettent de découvrir la tienne et les mauvaises adaptations liées à ton enfance, que je te remets en description d'ailleurs. Bref, la racine des troubles de la personnalité, ça serait en fait une inadaptation entre toi et ton environnement qui ferait que tu ne pourrais pas développer ta gestion des émotions et que tu aurais une vision de la vie biaisée. Et les modèles les plus récents insistent tous sur cela, même si actuellement il y a encore des questions laissées en suspens, comme par exemple d'où vient le sentiment de vide, ou alors l'idéalisation ou d'évaluation excessive des proches qu'ont les borderline. À partir de ce modèle, tu peux reprendre plein de discussions qu'on a eues et les réinterpréter à ta sauce. Par exemple, il y a une chose qui va jouer, c'est ton QI. Plus ton QI est faible, plus tu as de chances d'être borderline, parce que plus tu as de capacité intellectuelle, plus ça te donne de possibilités de produire une conclusion plus réaliste sur la vie et donc d'en sortir. Aussi, on voit que quand tu es plus agréable, tu deviens moins borderline, car du coup les gens vont mieux s'adapter à toi. Et aussi de te proposer une autre vision du monde que celle que tu as reçue dans l'enfance. Et donc pour complexifier rapidement ma présentation des borderline dans la première vidéo, c'est pas l'insécurité affective qui crée un borderline, c'est surtout le fait qu'on t'apprenne pas à la gérer qui est le problème. Et de là va découler toutes les thérapies qui fonctionnent pour les borderline que l'on verra dans la prochaine vidéo. Programme des prochaines vidéos, on va répondre aux questions suivantes. Comment un borderline évolue dans le temps? C'est quoi la différence entre hommes et femmes? C'est quoi les traitements efficaces? C'est quoi cette histoire de psychose, névrose, état limite aussi dont on parle mon psy? Et des questions annexes si j'arrive à trouver la réponse dans les articles scientifiques. Voilà. En attendant, je te laisse revoir la vidéo 5 fois pour l'assimiler correctement parce que ça fait un gros paquet d'informations quand même.